Chers collègues, mesdames et messieurs, je propose que nous ouvrions la séance en remerciant celles et ceux qui ont bravé le froid, ce qui prouve qu'en fait votre amour pour notre ville n'a d'égal que la température qui vous accueille. Et voilà, on a surchauffé ce soir pour vous accueillir au bien. Merci de votre fidélité. Je compte sur M. Pratola pour nous donner les scores de France-Slovénie à partir de 21h. Parce que voilà. C'est pas 20h? Ah, c'est 20h? Alors, 21h. Voilà. M. Pratola, vous prendrez la parole chaque fois qu'il y aura un but. Peut-être que ça va. Et puis, on a un peu de silence. Et puis, je profite de l'occasion, je voudrais saluer. C'est la demi-finale. Ah oui, non, on parle sport. Donc, pour les chers téléspectateurs, l'ancien Premier ministre de Métropole, les territoires d'outre-mer et de loin, puisque, comme je vous le dis, nos conseils municipaux sont vus même en Australie, puisque j'ai un membre de ma famille qui nous regarde à chaque fois et qui dira dès demain: dis donc, tu t'es drôlement habillé pour un conseil municipal, c'est vrai. J'ai tombé la veste pour un film, mais je sais que je serai pardonné. Et puis Yann, je voulais faire une petite spéciale dédicace pour vous remercier pour les belles images dont nous avons pu profiter lors de la cérémonie des Jeux. Voilà. Merci. Une manière de dire aussi que ce n'est pas juste une captation pour le conseil municipal, mais que nous avons un vrai vidéaste en mairie de Volpellier. La séance est ouverte. Nous avons donc les pouvoirs de M. Hervillard qui donne donc l'autorité à M. Cafouveau. Et enfin notre ami Martial Devote qui donne pouvoir à M. Malmassal. Pour le reste, tout le monde est présent. Il appartient de vous proposer de désigner un secrétaire de séance et il semble que ce soit Mme Petit-Lalo qui soit désignée, si vous en êtes d'accord, pour assurer le compte-rendu de nos travaux. Y a-t-il des voix contre, abstention? Il n'y en a pas, donc adopté l'unanimité, je vous remercie. Et nous abordons maintenant la question de l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre. Y a-t-il des questions concernant ce compte-rendu? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Compte-rendu des décisions du maire. Deux baux. Le premier qui concerne, vous savez, la famille que nous accueillons à l'école Gaston Dumont, famille qui est là depuis quelques mois, ainsi qu'un bail ouvert pour 2 mois maximum pour une famille qui n'avait pas fini les travaux de sa maison dans les bords de Seine et qui voilà, avait rencontré une difficulté donc, et qui est hébergée par la commune selon les mêmes règles. Y a-t-il des questions concernant donc ces décisions? Je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je donne immédiatement la parole à M. Malmassari pour une ouverture de crédit budgétaire. Donc il s'agit d'une demande d'ouverture de crédit budgétaire. Vous savez que pour tout engagement en investissement, tant que le budget n'est pas voté, on est obligé de faire une déclaration. Donc le montant des investissements doit être dans la limite du quart des crédits du budget ouvert, du budget d'investissement de l'exercice précédent, auquel on enlève évidemment les crédits adhérents au remboursement de la dette. Donc il y a 3 chapitres. Nous avons ouvert un crédit de 28 200 € pour le remplacement urgent de 2 saleuses. On a eu un problème sur les 2 en même temps. On a inscrit 5 000 € pour un diagnostic plomb et amiante avant travaux pour la rénovation de l'école Veuve-et-Gantier. Comme on voit comment ça sert des diagnostics, ça rentre dans l'investissement puisque ça fera partie du projet de Veuve-et-Gantier de l'année prochaine. Et nous avons aussi un diagnostic solidité de l'ouvrage, plomb et amiante, pour aussi les vestiaires de la mare des Champs, pour lesquels on va prévoir une rénovation dans le courant de l'année. Donc pareil, c'est encore de l'investissement. Donc ces 3 chapitres-là
il nous est demandé de valider et d'autoriser le maire à liquider et mandater les dépenses d'investissement. Merci, monsieur. Madame Massari, y a-t-il des questions concernant donc, ce chapitre d'ouverture des crédits, comme le permet la loi? Autant de dossiers que nous évoquerons au moment du débat d'orientation budgétaire et voilà, l'évolution du budget. Non? Donc je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions, je vous remercie. Adopté. Monsieur Malmassari, vous avez toujours la parole pour un don qui a été fait à la commune. Voilà, donc il s'agit d'un don qui a été fait par le Lions Club de Melun, un don d'un montant de 2000 €. Il viendra abonder les actions en faveur des familles victimes des inondations. Donc il vous est demandé de l'accepter. Y a-t-il des questions concernant ce don? Voilà. Nous avons reçu il y a quelques semaines, comme vous le savez, chaque année au mois de mars, nous recevons le Lions Club qui organise son grand loto à la Buissonnière. Il y a toujours de très beaux prix à gagner, dont une voiture, souvent comme premier prix. Ça fait 8 ans que j'essaie, ça fait 8 ans que j'échoue, mais l'un dit à l'autre, un jour, je l'aurai. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Que diriez-vous d'une once de culture? Monsieur Henri de Mérignac, pourrez-vous nous parler de, comme chaque année, de la subvention à la compagnie Caractère? Alors, subvention de la compagnie Caractère. Comme vous le savez, donc, la compagnie Caractère est en convention et en résidence à la commune de Volteville pour 2016, 2017 et 2018. Donc ça détermine de notre part des engagements respectifs concernant une subvention. Ce qui vous est demandé, c'est de disposer de cette subvention 2007 en début d'année pour mener à bien les projets d'animation culturelle et de production. Donc la subvention cette année, c'est de 17 000 €, ce qui est un petit peu en diminution par rapport à l'année précédente, qui était de 18 000 €. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'avancer le versement de cette subvention. Merci, monsieur de Mérignac. Et pour preuve, c'est que pour ceux qui ont pu écouter, il y avait un Richard III, c'est iconoclaste exceptionnel que nous avons coproduit avec la ville de Melun, avec un beau public, puisqu'il y avait énormément de jeunes lycéens, vraiment avec en amont un travail qui avait été fait par les professeurs qui étaient présents. Et puis, je crois, on m'a parlé d'une masterclass, c'est ça, organisée par un membre Caractère pour voilà, découvrir ce texte et une mise en scène quand même qui était décoiffante, mais remarquable. En tout cas, nous avons passé, pour ceux qui ont pu s'y rendre, un très très beau moment de théâtre. Donc, produire, animer, il faut aussi quelques euros pour le faire, c'est le sens de cette délibération. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix qui s'abstiennent? Y a-t-il des voix contre? 5 abstentions, c'est adopté. Je vous remercie. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, merci. Alors je vous demande pardon. 5 contre. Adopté. Je vous remercie. Et en présentant des excuses pour la mauvaise interprétation de ces 5 mains joyeuses et engagées. Eh bien, nous continuons sur le chapitre budgétaire. Monsieur Malmassari, vous avez la parole pour une requalification d'une délibération que nous avions prise en avril. Donc il s'agit d'une abrogation partielle de la délibération. En fait, on avait versé une subvention de 80 € auprès de la SCPE 77 primaire. En réalité, donc, il y a eu une confusion, enfin il y a eu un échange de RIB qui ne correspondait pas. En fait, le RIB de l'association est CDPE 77, 1P46 pour le pays primaire. Donc c'est la même association, donc il y avait un RIB différent. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une abrogation partielle, parce que le montant va bien à la même association, mais le trésorier de l'a refusé parce que le RIB ne pas. Par contre, on va faire un test pour voir si le trésorier suivait. Ils ont changé de dénomination. Oui, comme quoi, quand on dit le contrôle de l'égalité a posteriori, prouve que c'est vraiment le boulot est fait. Ça s'appelait FCPE 77 alors. Oui, notre percepteur, notre trésorier suivit bien les choses. Voilà. Donc, il nous a demandé d'accepter cette modification. Donc, je mets au voie le CDPE 77 1P46
Aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci pour eux. Madame Charlène Feneka, pourriez-vous nous parler du soutien que vous voudriez apporter à des jeunes en quête d'une qualification dite BAFA? Oui, merci, monsieur le maire. Considérons que nous accueillons des jeunes en stage pratique BAFA non rémunérés en vue de favoriser leur orientation professionnelle. Considérons qu'il est juste de prendre en charge une partie du coût de la formation BAFA. Ce qui vous est demandé, en fait, c'est d'accepter de prendre en charge une partie du coût de la formation BAFA pour un montant de 300 €, selon les termes des conventions avec les organismes, au bénéfice de 8 jeunes de vol pénible, donc au total, ça ferait 2 400 €. Parfait. Félicitations pour cette politique, puisque à chaque fois ce sont bien sûr des jeunes pénivauxois que nous soutenons et d'une certaine manière aidons dans leur premier pas dans le monde du travail. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je la mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci pour ces jeunes. Je passe à présent la parole à M. Alain Tafouro pour nous parler une nouvelle fois d'un des grands projets, deux grands projets que nous avons à conduire, je l'espère, en 2017. Vous avez la parole, M. Tafouro. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, plus exactement, c'est une demande de subvention et comment elle va s'organiser. Donc, ça concerne un contrat intercommunal de développement pour une demande de démarrage anticipé de travaux. Donc, c'est ce qui est en abrégé le CID. Donc, c'est un nouveau dispositif contractuel pour l'attribution par le conseil départemental de subventions, mais via la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Donc cette démarche a été officialisée par une délibération du conseil départemental numéro 2015-11-20, etc. Vous l'avez sur du 20 novembre 2015, par une délibération également de la CAMS numéro 2016-6-791 du 27 juin 2016, approuvant donc la demande, qui est une demande de candidature auprès du département pour l'élaboration d'un CID de l'agglomération Melun-Val de Seine. Alors notre programme d'action est composé de 2 actions, retenues en concertation avec la communauté d'agglomération, dans le cadre de l'enveloppe qui elle est attribuée à ce contrat, pour un montant total de 255 644 €. Vous avez donc dans vos dossiers le tableau mentionnant les 2 actions. La première concerne donc l'accueil périscolaire à Vevey-Gantier, ce dont on a déjà fait état lors du précédent conseil municipal, puisque je vous avais présenté une délibération justement à ce sujet. Pour un montant donc TTC de 744 000 €, et vient s'additionner là-dessus une deuxième action, dont a parlé tout à l'heure M. Malmassari, qui est donc les vestiaires du stade de la Mare des Champs, et là pour un montant prévisionnel de travaux, prévisionnel aussi le premier, prévisionnel de 96 000 € TTC. Donc pour un total, les 2 actions, de 840 000 € TTC. Donc, vu les considérants que vous avez donc dans la délibération, on vous demande donc de valider le tableau récapitulatif du programme des actions, de valider la signature d'une convention de réalisation pour les actions dont la commune est maître d'ouvrage. Ça, c'est important. Et d'autoriser donc monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces s'y rapportant. Merci M. Tafouro. Peut-être pourrions-nous montrer, parce que vous l'avez évoqué M. Tafouro avec Mme Létens, peut-être commenter, parce que la dernière fois on l'avait évoqué de manière, je dirais, presque littéraire, mais peut-être quelques commentaires sur ce que serait demain la rénovation. Voilà, on a un plan masse vu du haut. Quelques commentaires que vous pourriez apporter quelque chose. Allez-y. Je vais laisser l'honneur déjà à Mme Létens quand même. Il faut le dire, c'est quand même son idée, alors on va laisser le soin de le présenter. Voilà, bien recommandé avec M. Tafouro. Donc, vous vous souvenez, on a préfabriqué. Le point de départ, c'est la suppression des préfabriqués. Donc, Attendez, je vous amène un micro. Pour retrouver la superficie, l'idée c'était d'occuper une partie du préau que tout le monde connaît. Le préau fait en gros 240 mètres carrés. Donc la partie
périscolaire se trouve à l'entrée que vous connaissez, qui donne sur la place Beuve-et-Gantier. Comment retrouver cette superficie de 80 mètres carrés? Eh bien, c'est en créant une mezzanine. Donc, on verra peut-être sur l'autre vue. Voilà, ça c'est le premier étage. Enfin, oui, c'est un premier étage. Donc, cette mezzanine de 50 mètres carrés avec une grande salle, un rangement qui vaut ce qu'il vaut, hein, de 8 mètres carrés 50. Donc, qui donnera sur le vide du préau. Voilà. Donc, en coupe, vous voyez la mezzanine APPS. En dessous, l'entrée. Et puis, on verra peut-être en retournant sur le plan du rez-de-chaussée, voilà, le déploiement des APPS, donc, qui comportera l'accueil, à droite le bureau, réunion, salle de réunion, les sanitaires, l'escalier qui montera au premier étage et un coin repos, vous voyez, qui a cette forme un petit peu particulière, mais finalement on retrouve un peu le style de notre architecte qui a fait l'arcature, pour les personnes qui fréquentent un peu l'arcature, avec ces zones un petit peu isolées, donc qui permettent un petit peu le repos, la détente, et malgré tout un coin cuisine très limitée, mais bon, ça permet aussi de faire des petits ateliers tranquilles de peinture et de nettoyer le matériel. Donc, cet APPS, il donnera sur le préau, qui lui évidemment servira aux enfants pendant le temps périscolaire, mais également aux enfants pendant le temps scolaire. Au bout, vous retrouvez les sanitaires et l'office qui sert un petit peu autant aux agents de ménage, mais qui servira peut-être aussi à moyen terme aux animateurs. Donc les sanitaires sont revus et corrigés pour accueillir les PMR et donner du confort, hein, parce que pour les personnes qui ont eu l'occasion de voir un peu comment ça se passe, c'est un petit peu glauque. Hein. Donc toute la partie aussi qui mène à la cour est refaite, toujours dans les normes PMR, pour accéder à la cour qu'on appelle la cour des boulets. Et ensuite, je reviens ici, cette cour a des WC sanitaires aussi qui ont bien vieilli et qui sont également revisités pour avoir des sanitaires séparés, garçons et filles. Alors, une petite fantaisie, mais qui n'en est pas une, c'est cette partie-là. Et vous voyez, cette rampe-là. C'est pas une rampe en réalité, c'est un toboggan. Alors, c'est un petit clin d'œil de l'architecte, mais qui nous a bien plu. Parce qu'en réalité, ce toboggan a aussi assure la sécurité des enfants qui seront au premier étage en cas d'évacuation un petit peu intempestive. Donc, bon, c'est un petit clin d'œil, mais je me trouvais que pour s'adresser aux enfants, c'était bien aussi de leur donner un petit peu de fantaisie et de leur aménager ce coin, ce toboggan et tout ce qui va avec. Donc il nous semble que ce sera bien. Et puis il ne faut pas oublier également que le préau sera revu en termes d'économie d'énergie, puisque tout ce qui est, tu me le confirmes, tout ce qui est encadrement de fenêtres, et phonique également, sera mis aux normes actuelles. Donc c'est un joli projet, je pense que les enfants y trouveront leur compte. Voilà, merci. Il faudrait montrer un peu sur la droite, là, puisqu'il y a aussi la réflexion donc, de ce qu'on appelle la bibliothèque, non? C'est en orange sur le plan, vous l'avez vu. Ah oui, la réflexion de la bibliothèque. Voilà, c'est ici. Alors, que je vous guide un petit peu. Donc, vous savez, les sanitaires de la rue des Boulets, ça c'est tout le bâtiment des Boulets. Et en dessous, vous avez une grande salle qui sert parfois autant aux écoles, mais aussi aux APPS, avec du rangement, mais qui sera un peu revisité pour permettre aux animateurs et aux enfants de se retrouver pour se reposer et puis aussi faire du stockage. Hein. Tout ce qui est là, c'est de la superficie pour le stock. Voilà.
voudrais préciser. 1, 2. En précisant tout de même une chose, c'est que la condition pour que ce budget aboutisse, parce qu'on est en conseil municipal, c'est que ça soit adopté au moment du budget, bien évidemment. Donc pour l'instant, le projet avance dans son instruction technique, je veux dire ludique, pédagogique. Après, il nous appartiendra en mars d'adopter le budget avec la quasi-certitude déjà d'un niveau de subventionnement assez élevé. Vous savez, on a une méthode, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on ne peut pas payer. Donc voilà, on a bon espoir dans les premières négociations que nous avons eues. Je dirais quasi certain, déjà un tiers pratiquement acquis de subventionnement. Donc voilà, on espère encore améliorer le score. J'ai une vieille technique, on a plein de députés, de sénateurs, on va encore aller leur faire la danse du ventre. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui fait sens et fierté, c'est que nous avions annoncé début du mandat, et après que Françoise Vétins nous a proposé son plan pluriannuel de rénovation des écoles, ben voilà, tout ça, encore, ça sera un temps long, parce que toutes les écoles seront concernées, mais en tout cas, pour nous les Pays Vauxois, le Claude Beveganti, ça veut dire quelque chose, hein, au-delà de ceux qui sont allés ou non dans cette école, donc voilà, si tout va bien, en 2018, nous mangerons des boudoirs à l'extérieur parce que voilà, il faudra protéger le sol. En tout cas, voilà. Y a-t-il des questions, chers collègues, concernant donc, ce projet et surtout la délibération qu'a rapporté notre ami Alain Tafouro pour demander des subventionnements du département via l'agglomération? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci de ce soutien. Alors, nous allons commencer à présent une séquence Henri de Reyes qui va nous parler d'un sujet alors très important. Il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux, monsieur Reyes. Parlez-nous de la demande qui nous a été adressée par la communauté d'agglomération concernant compétences en matière d'urbanisme. En fait, c'est la loi Mur qui a imposé cette disposition. Tout simplement. Donc la loi Mur du 24 mars 2014 a prévu de transférer la compétence en matière de PLU à la communauté d'agglomération existante à cette date-là. Quand on dit compétence, c'est la réalisation, la modification, tout ce qu'on a déjà fait sur le PLU, et non pas l'instruction lorsque les gens déposent des dossiers permis ou autre. Donc en fait, c'est vraiment la partie élaboration du PLU et modification. Cette première échéance, puisqu'elle sera renouvelée chaque fois que l'agglo va changer, cette première échéance est prévue de façon automatique et obligatoire le 27 mars 2017. Sauf qu'il y a quand même une manière d'éviter la chose, c'est qu'on a 3 mois avant cette date-là pour faire opposition. Donc chaque commune pourra s'opposer, mais il faut au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population. Donc on s'est un peu renseigné quand même, on sait que toutes les autres communes déjà de l'agglo ont toutes un document opposable. Si ce n'est pas vraiment un PLU, c'est au moins quelque chose qui ressemble. Et non seulement ils le modifient, donc ceux qui veulent le faire vivre, qui l'utilisent, et il y a même des gens qui sont encore en train de transformer l'ancien poste en PLU. Donc on peut espérer que ça passera. Et bien entendu, oui, Vaudepenil souhaite garder cette compétence. Voilà. Pourquoi c'est important? On ne peut pas quand même se contenter d'appliquer des règles qu'on n'aura pas édictées. Et puis c'est encore un des pouvoirs importants qui reste à la commune pour pouvoir gérer en matière d'urbanisme l'organisation de ça, toute simple de la commune. On pourra au moins faire valoir. Vous avez vu, on a déjà modifié le PLU plusieurs fois. On l'adapte à des besoins purement locaux. Donc en plus ça permet de faire vivre le PLU, c'est sûr, parce que là on est sûr qu'on en fait un par an et je crois que ça, à peu près, ça va être la fréquence régulière. Donc tout à l'heure je vous proposais d'ailleurs non pas une modification mais une révision allégée, c'était quand même une révision. Donc ça sera une des prochaines. Donc le sens de la délibération c'est d'approuver ce refus. Formuler officiel le refus. Merci monsieur Reyes, c'était très clair. Y a-t-il des questions concernant cette position à laquelle nous les invitons? Monsieur Pratola, vous avez la parole.
le refus pour le 27 mars 2017, c'est une chose, mais la prochaine fois qu'on doit éventuellement refuser, c'est quelle date? J'ai compris que ça départ par étapes. Et la finalité, c'est qu'on va être obligé d'y passer. Oui, ça, Dans quel délai? Alors, la prochaine échéance, ce sera lorsque la bio changera. Vous aurez un nouveau bureau qui va être élu aux prochaines élections, je suppose. Donc, c'est prévu de repartir à zéro. Mais c'est vrai que, bon, on ne rêve pas, hein. C'est quelque chose qu'on veut nous supprimer. On le sent bien. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qui est partagé, y compris par moi le premier et les gens aussi de l'urbanisme. Je ne peux pas dire plus. Alors c'est peut-être un peu noir mon affaire, mais Très. Volpénil résistant que Nous serons les Obélix et Assurance Norix et autres qui résisteront à cette tentation. Pour redevenir plus sérieux, il y a 2 temps. D'abord, il y aura les communes doivent délibérer, M. le Président. Oui. Ensuite, le Conseil communautaire devra délibérer dans le courant de l'année. Comme disait M. Reyes, nous pensons que peu ou aucune commune ne voudra transférer ses compétences. Même, je dirais, les petites communes. Parce que vraiment, ça veut dire qu'on perd le droit du sol. C'est-à-dire que soudainement, une majorité autre que celle qui a été démocratiquement élue, parce que je rappelle que la seule légitimité qui vaille, c'est celle des communes aujourd'hui. Les élus communautaires ne sont pas, en tout cas son bureau, élus au suffrage universel, mais indirect. Ensuite, je dirais que si on interrogeait aujourd'hui les maires, à l'exception les villes des grandes métropoles, qui ont déjà transféré, j'imagine mal au plan national un mouvement transférant ce qui reste pratiquement la dernière prérogative, ce dernier pouvoir. En revanche, je pense qu'il pourrait disparaître à la faveur d'une réforme institutionnelle. C'est-à-dire, et disons les choses, c'est si demain les communes disparaissaient. Ce qui peut être le sens de l'histoire, parce qu'il y a une stratification administrative importante en France, donc les régions ont déjà été regroupées. Vous vous souvenez, sous une autre majorité, il y avait eu une tentative de regroupement des départements et des régions, en tout cas de leurs représentants. Je pense que le sens de l'histoire, mais à mon avis à moyen terme, c'est que certaines strates disparaîtront, parce que les intercommunalités, je dirais, progressent, prospèrent, prennent de plus en plus de compétences qui leur ont été dévolues par le législateur. Les départements sont peut-être en danger, à l'exception des zones rurales, où ça fait sens, le canton. Nous sommes en dehors du champ de la métropole parisienne, donc je dirais on a encore quelques beaux jours devant nous. Mais avant que ne disparaisse, je dirais, le droit du sol, donc la commune, parce que le droit du sol, ça veut dire que les communes ne maîtrisent plus leur destin, donc elles n'ont plus lieu d'être. C'est en tout cas une position, je pense qu'on partage les uns les autres, sinon nous devenons des lieux d'animation et d'accueil des publics scolaires, de la restauration, un peu d'animation culturelle, et ça s'arrêtera là. Or, ce qui fait le sens et la destinée, c'est de maîtriser le droit du sol avec les erreurs, les succès qu'on connaît. Mais, comme disait M. Reyes, on a encore quelques années devant nous. Sauf si vraiment il y avait une réforme institutionnelle, pour ne pas dire constitutionnelle, qui soudainement décidait de transférer ce droit aux intercommunalités. Enfin, je pense que le législateur, dans sa grande sagesse, se l'interdirait. Mais, qui ça? D'autres questions? Je vous en prie, monsieur. Le schéma de cohérence territoriale qui est ici mentionné donc, est en construction au niveau de la communauté, l'agglomération élargie. Et la question qu'on peut se poser, c'est que normalement le plan local d'urbanisme doit être en cohérence avec ce SCOT, ce schéma de cohérence. Là, finalement, on va se trouver avec la figure inverse, ce qui peut poser des problèmes, et je me demande un peu comment ça peut être résolu. C'est ça, le SCOT, puisque c'est ce dont tu parlais, hein, est en cours de mise en place. Et c'est vrai qu'il devrait édicter des règles assez générales, en tout cas beaucoup plus générales que les nôtres. Et il se trouve qu'il peut très bien mettre en place une règle qui sera complètement en opposition à ce que nous avons mis dans nos communes. Et notamment des règles de densification. Parce que c'est un grand mot qu'on entend, mais c'est quand même ce qui est le plus poussé. Et chaque fois qu'on a des remarques sur nos modifications, y compris lors de l'élaboration, la seule remarque qui est arrivée de la préfecture, c'était sur la notion de densification. Voilà.
C'est vrai qu'après, pour faire prolonger la réponse à votre question, M. Protola, il y a une prochaine étape qui est imminente, qui n'impactera pas encore le droit du sol, mais qui impactera, comme le disait Henri, je dirais l'agglomération dans son ensemble. C'est lorsque nous aurons à nous prononcer sur le contrat d'intérêt national, qui est en discussion entre l'agglomération et l'État, avec des enjeux importants, puisqu'il s'agit de mémoire, je parle de mes collègues, 25 millions d'euros, je crois, de concours de l'État. En tout cas, 25 millions inscrits au budget de la communauté, c'est provisions pour l'instant, et en regard d'un État qui pourrait concourir à hauteur de 25 millions d'euros. Et là, il s'agit en fait d'opérations supracommunales, donc d'intérêt, je dirais, communautaire, sur lesquels il peut y avoir des impacts sur Volpénic. J'en vois au moins 2, dans le contrat, enfin 3, dans le contrat tel qu'il est aujourd'hui coécrit et auquel nous allons participer au moment du débat. Je crois qu'il y a un bureau exceptionnel courant février, et je pense que nous délibérerons en avril, je pense, après... 27 février, je crois. 25 février hein, pour le bureau, merci Patricia. Le premier point, il concerne les franchissements de Seine, et le fameux pont Hamon, qui impacte les villes de La Rochette, Livry et Volpénic. Voilà, peut-être Livry ou Volpénic, on ne sait rien, mais nous y sommes favorables, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, il y aura des conditions que nous poserons, et là, typiquement, le fait de maîtriser le droit du sol nous donne des arguments, en tout cas au plan juridique, pour nous opposer à des choses qui pourraient échapper à l'idée que nous faisons de la ville et de son développement. Le second, il concerne le parc d'activité, sa requalification et les moyens que nous allons lui consacrer. Enfin, le troisième sujet, c'est la reconversion du site de l'hôpital Marc-Jacquet, puisque vous le savez, 6 hectares sont sur le territoire de la commune, même s'ils sont de propriété aujourd'hui de l'hôpital. Et là, nous avons, vous le savez, des désaccords avec la vision de l'agglomération et de la ville de Melun, qui en effet aimerait densifier, et la position de Volpénic n'a pas changé sur le bâtiment principal, sauf à ce qu'il y ait un projet sanitaire ou universitaire. Nous nous opposerons à la construction de logements à une forte densification dans cette zone. Alors le droit nous aide, mais aussi notre volonté. En tout cas, c'est les 3 sujets, pour prolonger à votre question, M. le Protola, sur lesquels nous aurons ici aussi, que je proposerai au conseil municipal, c'est dès qu'il y aura eu un premier débat, c'est qu'on puisse en débattre entre nous ici, pour nous exprimer sur les positions. Alors, je les ai un peu prononcées à titre personnel, que je voudrais bien m'en excuser, mais enfin, on a déjà eu en d'autres occasions l'opportunité d'évoquer ces sujets. D'où la nécessité, la recommandation, comme le dit M. Reyes, de s'opposer à ce transfert. C'est pas un Brexit, c'est pas un Volpénix, mais on va encore maîtriser notre destin. Un Volpix ou un Volpénix, on a peut-être inventé un néologisme qui rentrera dans l'histoire. Notez-le sur votre tablette. Y a-t-il 2-3 remarques ou questions? Je mets aux voix donc la proposition de M. Reyes. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci beaucoup. Monsieur Reyes, on me dit qu'il est un lieu savoureux dans Volpénic qui s'appelle les Frileuses. Pouvez-vous nous parler de ces Frileuses? Oui, le sentier des Frileuses. Je ne sais pas s'il y a vraiment des Frileuses dans Volpénic, mais en tout cas, il y a un sentier. Il y a un reste de sentier. On peut peut-être le montrer sur le plan. Je m'approche du Alors, vous avez s'il vous plaît, la rue de la... non, c'est pas la rue de Lanou d'ailleurs, ça c'est la rue de Seine. La rue de Lanou elle est là. Ça a été inversé, c'est pas grave. Ça c'est la rue du Chêne. Vous avez ici un petit coin où il y a des fleurs. Et vous avez un bout de sentier, c'est ce qui reste. C'est un sentier qui partait de ce carrefour et qui allait jusqu'à la rue Etienneau, qui a été découpé à plusieurs reprises et vendu par tous les riverains. Voilà. Donc il restait un petit bout ici, que nos agents communaux qui entretiennent l'espace vert mal fou à entretenir, parce que c'est étroit, les gens mettent des saletés, enfin bon.
Donc ça sera l'épine du pied si on arrive à s'en débarrasser. Donc je continue sur la deuxième. Alors là, monsieur le ministre. Ah, vous avez la photo, vous voyez, il est là. En bas de rue du Chêne. Voilà, caché derrière les plantations. Bon, allô, je continue sur la deuxième délit puisque la deuxième est en attente de la première, sinon elle n'a pas de sens. Hein. Donc, ce qu'on va faire dans une première délibération, alors attention parce que c'est des chevaux qui volent, sinon je coupe. Donc vous avez vu le sentier, donc je me calme là, avec cet appareil. Donc nous avons été sollicités par des riverains, monsieur et madame Abentosa, je ne me trompe pas, pour acheter ce petit bout de terrain. Alors ce sont les gens, vous voyez, qui ont la parcelle ici, là. Ah, il n'y a pas le numéro. Bon. C'est pas ceux-là. Et ceux qui sont ici. Bon. Parce que ceux qui sont ici, vous voyez, ils ont déjà une entrée. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, on a écrit aux 3 riverains concernés, et leur expliquant qu'on voulait vendre avec les conditions, puisque c'est de mémoire 300 € le bout de terrain qui fait une douzaine de mètres linéaires, quelque chose comme ça. En fait, c'est la parcelle 543. C'est possible. Non, mais j'ai révisé mes fiches. Ah ouais, c'est bien. J'ai pas tout lu, moi. Donc on a écrit, on a essayé de léser personne. En fait, ça a duré 1 année, et au bout d'1 an, il n'y a plus que le couple qui avait demandé, d'ailleurs, qui veut bien acheter le bout de terrain. Alors, c'est vrai que c'est pas une grosse affaire pour nous, c'est 300 €, mais pour eux, ils vont déjà avoir le géomètre à payer qui fera plus cher que 300 €, plus d'actes notariés, bon, enfin. Mais par contre, ça va leur permettre, c'est des gens qui ont une sortie rue des Mézés. Donc effectivement, ça leur permet de pouvoir sortir avec une brouette, voire un cheval ou un vélo, sortir jusque dans la rue de Seine. Avec un vélo, ça passe, j'ai essayé. Donc, la première question, c'est donc de déclasser le bout de chemin, puisqu'on n'a pas à le désaffecter dans la mesure où il ne sert à rien. Donc il est déjà naturellement désaffecté, donc on va le déclasser. Ça sera la première délib. Dans la deuxième, on demandera au conseil municipal d'approuver la vente, le principe de vente à monsieur et madame Abentosa. Voilà. Des questions, je vais répondre. C'est Abentosa. Abentosa. Me semble-t-il. Hein. Je suis français depuis peu. Je les ai mariés, donc je me souviens de la phrase légendaire. Personne ne s'est opposé dans la salle. Bon. Alors, y a-t-il des questions concernant donc la session s'il vous plaît, vous êtes dissipé ce soir, c'est le froid. C'est la Slovénie peut-être. Donc, d'abord, le déclassement, c'est 13 mètres carrés avant la session. Y a-t-il des questions? Monsieur Fotola, vous avez la parole. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur le principe. C'est bien. Voilà, tout simplement parce que donc, avec l'époque, on avait pensé qu'il fallait redévelopper les sentiers dans votre pays. Et on s'aperçoit petit à petit, des mois qui passent et des années qui passent, on est en train de délaisser tous ces sentiers, et on dit, sur l'abandon, voilà, c'était pas tout à fait le cas, parce que on a vu que c'était bitubé, et en fin de compte, on est en train d'esquinter le cœur de votre pays, c'est-à-dire les petits sentiers avec les petites balades et tout ça. Et nous, ce n'était pas dans notre projet, c'était de développer ces sentiers-là. Et de ne pas céder. Alors maintenant c'est morcelé, bien entendu on peut dire c'est pas la peine, c'est pas inutilisable, mais là c'est une question de principe que nous observons. C'est une impasse, c'est un sentier, c'est assez vieux la vente, et comme ça il y en a partout dans votre pays. Des petits bouts, on ne sait même plus pourquoi, on sait qu'ils restent à la commune, mais c'est un problème quand même pour l'entretien, arrêtez de vous dire. 12 ou 13 mètres carrés que ça fait, il passe une demi-journée. Et c'est vrai qu'avec 13 mètres carrés, on pourrait faire un sentier. Court. Non, je vais pas singer d'abord. Non, mais il faut respecter le principe et la position. Respectable et partageable. En revanche, dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas en train d'esquinter, pour reprendre vos termes, juste de permettre un débouché de 13 mètres carrés qui coûte finalement cher à la commune parce que c'est devenu c'est une rue que vous connaissez, quand vous allez en bord de Seine, passe souvent par là, quand on vient du cœur de ville,
Et c'est devenu un débarras à tout. Voilà. Et surtout, c'est juste un confort qui permet, sur une propriété, je dirais que je partage complètement le principe de votre point de vue, mais il ne me souvient pas qu'on ait récemment sacrifié des sentiers. Au contraire, on les a quelquefois fermés pour des raisons dites de sécurité. On les entretient tant bien que mal. C'est pas parfait, mais dans cette espèce, non. Il n'y a pas, on ne sacrifie pas, me semble-t-il, M. Pratola, un sentier. Comme dirait le poète ou qui regrettait, le temps qui passe, jamais ne lasse, les souvenirs et les regrets. Si vous trouvez l'auteur, je vous invite à l'aider. Je donne la parole, monsieur. C'est Julio Iglesias. Non, mais il y a des sentiers qui ont été, pour d'autres raisons, qui ont été bloqués ou pas, ou fermés. Ce n'est que derrière la ferme des Jeux, ce n'est que le constatement de bruit de loup, les sentiers qui arrivent derrière le parc de la mairie. Tout ça, pour le moment, ils sont inaccessibles. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir une délibération qui va arriver au conseil municipal en disant que ces sentiers-là, ils ne sont pas utilisés. Bon, maintenant, les raisons, c'est des problèmes de sécurité, tout ça, mais pour le moment, ce sont des sentiers à l'abandon. Donc, c'est sur ce principe-là qu'on voudrait mettre un acte à ce genre de choses. Tout simplement. Mais on peut recenser les sentiers, hein. On peut le faire. On peut, pardon, recenser les sentiers qui sont en voie de fermeture. Non, mais je dis en voie de fermeture. On l'a déjà fait. On a un dossier sur tous les sentiers de Volpénil et on essaye de maintenir en fonctionnement tous ceux qui le peuvent. Celui dont tu parles, qui est de la ferme, qui va de la ferme des Jeux, donc derrière la ferme des Jeux, la rue Ambroise Pro, je crois, c'est ça, et qui va jusque rue des Bordes, et il est utilisable, hein, parfaitement. Hein. Moi, j'y passe souvent. Hein. À vélo. Je ne parlais pas de celui-là. Hein? Non, monsieur Pratola, je connais pas les autres. Hein. Vous parlez du parc de Schuberdingen. Ah oui, c'est pas pareil. Vous parlez du parc de Schuberdingen qui redescend jusqu'au les bords de Seine. Voilà, celui-là aussi. Ça, vous savez pourquoi on l'a fermé. Oui, mais il faut le rouvrir. Ça doit faire partie d'une politique de Oui, mais celui-là, si on le rouvre, parce que ça c'est une vraie question, mais il était d'abord intimement lié. Au moment, pour tout vous dire, on a failli le rouvrir, il se trouve que malheureusement, il y a eu un cambriolage dans la rue. Oui. Et que je peux vous dire en tout cas que depuis qu'on l'a fermé, au moment où nous avons connu, vous vous souvenez, 2014, une année célèbre, on a eu un pic, je dirais, de cambriolage, et c'était 2013 2015 Non, 2014. Je m'en souviens, c'était avant les élections municipales. Et je m'étais dit, ça y est, cette fois-ci, c'est pour Claudie Pratola. Eh ben non, et plus sérieusement, on avait été collectivement inquiets. Il faut un peu se détendre, c'est François Lune. Et on avait fermé, on en a reparlé aux riverains qui ont, pour l'instant, il faut entendre leurs angoisses aussi. Quelquefois, on l'avait laissé fermer. Et puis le temps aidant, il faut dire des choses aussi. D'autres priorités, là on a longtemps porté sur d'autres priorités. Mais il faudra, là où je vous rejoins, M. Pratola, réenvisager, je pense au beau jour, la question, en tout cas de celui-là, qui est quand même très utile pour accéder au bord de Seine. Monsieur Chalot, vous qui fréquentez les sentiers. Je fréquente comme tout le monde quand je prends le bus. Mais effectivement, il existe des sentiers relativement au nombre à Volpénil qui sont utilisés. Bon, il y en a quelques-uns, et on l'a dit, qu'il fallait revisiter, refaire. D'ailleurs, il y a des initiatives associatives qui ont eu lieu, comme le comité du Lac qui avait organisé un rallye dans la ville, et je crois que c'est ça, il faut le développer. Donc, à mon avis, il faut revisiter les sentiers et fermer uniquement ce type de sentier qui n'est pas utilisé pour les problèmes de sécurité, etc. Notre objectif, c'est quand même que la commune garde des sentiers et que les sentiers existants et pouvant être utilisés soient revisités et soient aménagés. C'est bon pour vous? Très bien. Donc nous prenons acte de notre principe. Voilà. Il n'y a pas besoin de répéter trois fois la même chose. Ah, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est bien un autre débat. Alors, pour les frileuses, qui est pour les frileuses? Je donne, j'ai la parole, monsieur Riel. Qui est pour le déclassement des frileuses? Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui est contre? Adopté. Pour les frileuses, qui accepte de vendre les frileuses? Qui est contre?
Qui s'abstient? 5 abstentions. Adopté. Bravo, monsieur Reyes. Monsieur Reyes, gardez cette voix et cette énergie pour nous parler de cette révision allégée. Oui, alors vous voyez, c'est un exemple là, pourquoi on a intérêt à garder quand même la compétence du flux. Hein, là, on va mettre en route une révision allégée du flux. Et le but de cette révision, le premier but, c'est de lever la servitude EBC, hein, espace bois classé, qui existe sur une zone qui appartient à la commune, le terrain communal. C'est une zone, on doit voir, voilà, de haut et long. C'est la petite partie verte là qui est en haut. Elle est coupée en deux références cadastrales. Surface totale de 7100 mètres carrés, 107 exactement. Donc la justification de ce projet est la conséquence de demandes pour l'implantation d'activités commerciales principalement conformément à la zone UXD, qui est une zone à commerce, de commerce sans type défini et surtout sans surface maximum. Donc c'est vraiment une zone de commerce, comme elle est dans tout le coin. Il reste juste cet endroit-là, donc que je vous ai montré, cet espace de bois classé qui, quand on le regarde, surtout actuellement qu'il n'y a plus de végétation, c'est des branches. Hein. Bon. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour le déclasser. Donc c'est quand même une procédure, tout en étant allégé, qui sera quand même assez complexe, assez lourde, puisqu'il faudra d'une part faire une réunion publique, faire comme les autres une enquête publique, il faudra faire aussi faire une analyse. On a déjà eu une étude environnementale pour savoir si ce sont des essences particulières ou même des espèces animales protégées. Quoi. Donc il y a eu un an et demi de ça, une enquête a été faite par Carter déjà, et n'avait rien décelé de spécifique à part des mantes religieuses, qui étaient les seuls animaux un peu spéciaux. Je dis ça parce que c'est important, on a eu quand même un petit problème dans Voltaire, Genève, tu te souviens, hein, pour la rue de la Flotte, où quand on a voulu construire, il y avait des grenouilles qui étaient là et qui nous ont empêché de buser la douche. Donc oui, ça a donné plus d'une année de retard au chantier. Donc on a fait en sorte que les grenouilles retrouvent leur ligne habituelle. Bon, donc revenons à nos moutons. Donc je disais, c'est une zone UXD, c'est une zone de commerce, grand commerce, avec l'avantage aussi d'être à 60% d'implantation au sol. Donc c'est quand même une belle, on peut faire de belles choses là-dessus. Voilà. Et on profitera d'ailleurs de cette révision allégée pour introduire par arrêté quelques petites modifications, notamment pour rectifier pas des erreurs, mais quelques incohérences dans ce qu'on a déjà écrit. Voilà. Merci, monsieur Reyes. Y a-t-il des questions concernant cette proposition de révision allégée? Oui, d'autant plus nécessaire que, d'abord, je relisais une note, mais il nous permettra probablement de réviser à la hausse le prix du mètre carré si nous parvenons à nos fins, et surtout d'être plus agile et réactif si des projets, on a quelquefois en tout cas, on va dire qu'Anne et Reyes sont quelquefois sollicités par des investisseurs ou des aménageurs. Donc voilà, ça nous permettra d'être plus réactifs et d'aller plus vite si un projet économique pouvait aboutir. C'est aussi ça le sens du déclassement de ce bosquet qui n'a de nom que le boss. J'ai une petite omission, c'est qu'en compensation de ce déclassement d'une certaine surface de bois, on va recréer notre espace classé, bois classé, ailleurs dans votre pays. Voilà. Qui correspondra vraiment à des zones de forêt. En fait, le fait d'être espace bois classé, c'est surtout une protection qui est assez lourde quand même, puisque je veux dire, ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, quand vous avez un espace bois classé, c'est vraiment figé. On va du côté, alors je peux vous le dire, on n'a pas encore bien arrêté parce que ça se discute tout ça. On a des parties de bois du côté de la buissonnière qui sont à classer, qu'il faut garder à tout prix. Là par contre, on a vraiment affaire à du bois. Bon, c'est pas pour, on va pas dénigrer ce qui existe à côté du de Chevigny, mais franchement, maintenant vous y passez, que si vous allez faire quelques courses à Brico Dépôt, on cherche des arbres.
On cherche les arbres. Alors c'est vrai que le printemps où l'été c'est un peu plus fourni, mais bon, franchement, c'est plus une friche qu'une forêt. Hein. Et il reste de toute façon une partie qui reste classée ici. Hein. Voilà, le château d'eau. Pardon? La partie classée, c'est le château d'eau? Non, du côté du Smitom. Là aussi, il y a une partie classée. Donc, c'est pas les bois comme en forêt sans d'eau. Hein. Donc, on suppose que si on trouvait des races bien spécifiques, comme des tigres ou des choses comme ça, ils pourraient émigrer vers le Smitom. On les reclasserait tout de suite. Bon, c'est une blague. Il n'y a pas de tigre. Il y a des hyènes. Je sais pas vu. Ça rugit ce soir. Y a-t-il des questions concernant donc cette proposition, chers collègues? Après ces précisions de M. Reyes, merci. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, M. Reyes, pour une fois, voulez-vous faire quelques dépenses? Oui, quelques dépenses. Donc, vous avez la zone là, dans la photo. Voilà, c'est la partie rouge. Hein. Si vous allez vous promener, là vous avez la route qui va du hameau de Péterov jusqu'à la route de Montero. Là vous avez plein de chemins, notamment il y en a un qui sert aux chevaux pour faire des sprints. Et là vous avez juste au ras du bois, vous avez donc une zone qui au départ, donc pour faire l'historique, était une carrière à sablon. Donc le sablon a été exploité, lorsque la carrière s'est trouvée vidée de son sablon, elle a été emblayés par des déchets inertes qui sont principalement des gravats. C'est des déchets de construction et même de voies. Voilà. Ensuite, une couche de terre végétale a été remise dessus. L'altimétrie du lieu a été respectée à l'origine, comme à l'origine. Et donc la mairie qui avait dû vendre cette zone il y a fort longtemps, je ne vais pas être honnête d'ailleurs, je ne sais pas. Et on la rachète pour un prix équivalent, hein, qui est de 10 000 €, qui représente 12,7 centimes du mètre carré. J'ai fait la division. Merci, M. Reyes. Et surtout, c'est que... Il faut la racheter. Voilà, si nous avons accéléré cette négociation, c'est que nous avons senti au moment où la métropole du Grand Paris a évoqué la recherche de destination pour les gravats des chantiers, notamment du métro, on a senti que nous pouvions être un point de chute, donc on a mené une bonne négociation, il faut le dire. Hein. Je salue M. Reyes ici. Et surtout, nous récupérons, donc nous protégeons la ville, définitivement. Il y a cet espace, je dirais, dans les champs, 7 hectares, et nous pourrons ainsi renouer avec le projet initial. Dès que nous aurons l'occasion d'en reparler ici, ça fait partie des travaux que nous menons dans le cadre du groupe de travail sur la buissonnière, de faire ce fameux belvédère qui sera, je l'espère très vite, un beau lieu de promenade. Voilà, donc et nous avons racheté à l'euro ce qui avait été un achat à la bougie par le groupe ECT au moment du dépôt de bilan de l'ancienne société. Y a-t-il des questions? Monsieur Trottola, vous avez la parole. Donc, il y a quelques années, on s'entend, c'était un projet déjà d'un mandat précédent, enfin un nouveau projet. Et nous avions été amenés au conseil municipal à parler des déchets qui étaient enfouis. Et donc, de ce que nous aimerions avoir, vous avez peut-être, vous êtes certain que ce sont des déchets inertes? Est-ce que vous en avez la certitude? En tout cas, le carottage qui avait été fait. Pardon, j'ai pas de la. Nous avons les certitudes de la provenance de tous les déchets. J'avais fait une remarque qui avait porté à rigoler à l'époque. Les corbeaux? Les corbeaux, oui, vous en souvenez bien. Et je ne savais pas si à l'époque les corbeaux mangeaient du béton, des briques et tout ça. Et j'avais suggéré que c'était peut-être l'usine d'incinération qui avait fait tourner la tête aux corbeaux, qui avait décidé de manger de la brique et du béton. Donc nous considérons qu'il faudrait prendre une précaution supplémentaire, c'est-à-dire demander à cette entreprise qui a fait les enfouissements si on a des documents, des attestations, des certificats de la provenance des matériaux qui ont été. Dans l'attente de ça, nous nous abstiendrons sur cette partie-là parce que c'est une partie où on va faire venir du monde, de la population, et il ne faudrait pas que ce soit dangereux.
Très bien. Et nous n'avons pas la certitude. Et je ne sais pas si autour de la table, vous avez vous la certitude, à moins que vous ayez déjà les documents et les informations. Mais non, parce que pour une raison simple, c'est qu'une des raisons du dépôt de bilan dans cette société, c'est qu'elle n'avait pas été en capacité de produire l'ensemble des documents. Les carottages qui ont été faits par la nouvelle société à l'époque révélaient d'abord des gravats. Alors ils ont découvert aussi des pneus, il faut dire les choses, des pneus, mais pour l'essentiel, quand nous avons posé la question, nous avons eu la même réponse. Donc on vous fournira les pièces dont nous disposons à ce jour, il n'y a rien à cacher dans cette mairie, qui permettront de visualiser les choses. Je me souviens toujours de ce que vous dites. Toujours. Et c'est vrai qu'on en avait souri, mais après j'avais réfléchi. Quoi. Donc en fait les corbeaux sont toujours là. Ils migrent. Et vous remarquerez, et je vous propose une balade avec moi un dimanche. Et vous verrez en fait que ça correspond souvent à des séquences hivernales liées à des mouvements de la Terre. Oui. Donc j'ai posé la question aux agriculteurs. D'accord ? Et en fait, les corbeaux, vous savez qu'ils sont des volatiles très intelligents, sont des volatiles observateurs. Et ils ont un esprit grégaire. Donc ils se réunissent toujours en hauteur, sur des espaces qu'ils peuvent maîtriser par instinct de protection. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans la Terre. D'accord ? Donc je l'ai observé. Et je n'ai pas vu à ce stade, et c'est plus de mes boutades, je ne les ai pas vus picorer des gravats. Non mais je suis allé sérieusement regarder. Non mais en revanche, ils sont en quête voilà, de ce que tous les oiseaux recherchent dans la Terre. Quoi. Et quand j'avais posé la question à un ornithologue, il ne m'avait pas dit qu'il y avait d'inquiétude particulière à avoir. Voilà. Mais, en tout cas, on en avait souri, mais la question elle était un peu légitime. Donc, pour notre part, la décision que nous prenons aujourd'hui, avec toutes les incertitudes, parce que je ne peux pas vous signer aujourd'hui, même s'il y avait des contrôles à l'époque, que tout soit béni de Saint-Gravat. En tout cas, les carottages qui avaient été faits par ECT quand ils ont acheté ce terrain, en tout cas, peut-être qu'on les avait vus, il y avait quelques témoins, nous démontraient qu'en fait, voilà. Mais nous étions plutôt suspicieux sur ce qui pouvait survenir après, et dans des quantités importantes, je crois que c'était 300 000 tonnes qui auraient pu être, parce qu'ils avaient les droits, hein. Et il y a eu le moratoire du département sur cette majorité, qui a permis de suspendre ça. Donc nous avons dit c'est l'occasion d'agir et définitivement de nous mettre à l'abri de ce que nous ne pourrions pas contrôler. Voilà. Il y a eu même quelques mauvais génies, quand on sait bien faire passer les informations à la presse, qui avaient cru bon de citer le nom de Volpénil pour essayer d'agiter des vieux fantasmes. Eh bien non, la vérité l'a emporté. Et désormais, nous serons à l'abri. Monsieur Reyes. Oui, moi je suis un optimiste béat peut-être, mais je pense que le fait d'avoir acheté cette zone est quand même un caractère vraiment de sécurité. On est sûr au moins que ce n'est pas nous qui vont mettre d'autres cochonneries, hein, pour employer le terme plus approprié, s'il y en a. Donc on est sûr au moins que personne ne mettra rien dedans. Si nous sommes propriétaires, puisque le but est quand même, c'est pas une vraie réserve foncière, mais c'est plutôt un espace ludique et récréatif. Quand on y va, moi j'y vais souvent. Hein. Et les corbeaux, moi j'ai remarqué, qu'ils suivent beaucoup le chemin qu'empruntent les chevaux. Hein. Et là-bas, il y a des chevaux qui tournent. Vous allez tous les matins, vous avez des chevaux qui tournent. Je pratique beaucoup le coup. Bon. Et je vois beaucoup de promeneurs. Hein. Il y a aussi beaucoup de les promeneurs, pour l'essentiel, sont aussi les gens de la SPA. Les bénévoles qui promènent souvent les chiens. Il y a quand même un petit peu de monde au beau jour. C'est moi. Juste un petit détail. Il n'y a pas de corbeaux en sédiment, ce sont des corneilles. Et voilà, ça change tout. Ça change tout. Monsieur Prado, est-ce que vous voulez reposer votre question autrement alors? Vous m'avez posé c'est la corneille. Là, même ma réponse tombe à l'eau. J'ai fait l'attention de bailler. Je vous laisse le dernier bon mot, monsieur Pradola. Ah, pardon. Une autre question? On parlait des sentiers tout à l'heure. Donc sachez qu'il y a toujours un sentier qui, on ne sait pas où il est, mais qui a disparu. On en parle. Un sentier de promenade. Un agriculteur avait dû labourer. Juste. Je dis qu'on avait parlé de sentier il n'y a pas très longtemps. Ouais. Qui a été, on va dire, rempli. Oui, on a quelquefois, comme on dit, puisqu'on est dans l'analogie animale, d'autres chats à fouetter. Mais votre remarque est juste. Et je ne me battrai pas. C'est longtemps que ça qu'on avait parlé de sentier. Et vous avez raison, maintenant que nous sommes devenus propriétaires de 7 hectares, c'est vous dire, nous venons des grands châtelains, vous avez raison de vouloir essayer de redécouvrir les traces de ce chemin qui est emprunté par les chasseurs, vous le savez, non pas contre la corneille,
mais contre le sanglier. Mais vous avez raison, je ne me souvenais plus du fameux sentier. Juste. Voilà. Donc ce sera au relevé de décision comme étant l'un d'une grande décision que nous prenons ce soir, c'est quand même de se reposer la question de ce sentier. Voilà. On a des éléments, me dit Madame Moreau. D'abord, on a les plans du cadastre, hein, vous avez raison. Voilà. Alors, je vais... Je ne crois pas que vous ayez les éléments. Il faut Ça que serait- sur le chemin, on surgisse. Quoi. Il y a beaucoup de gens dans votre pays qui aiment bien ce sentier. Ouais. On a dans les sentiers qui cherchent le sentier. Ouais, Entre autres. il a Il dit ça. va assez loin. Il va très loin, mais je pense qu'il va jusqu'à Civry, hein, il maîtrise. Hein. Ah ouais. Donc, après m'être promené dans les sentiers avec M. Pratola en quête de la corneille, nous irons jusqu'à Civry-Courtry ensemble, main dans la main. C'est une formule consacrée. Alors revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire sur l'acquisition donc, de cette parcelle. Donc j'ai entendu les motifs, enfin, l'explication de vote de nos amis de l'opposition. Je mets les mains en voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions adoptées. Je vous remercie. Eh bien, je donne la parole toujours à M. Malmassari pour des besoins saisonniers. Oui, donc il s'agit de la création de postes pour les besoins saisonniers concernant les vacances de février. Donc c'est pour renforcer les services qui s'occupent de l'enfance et de la jeunesse pendant les vacances scolaires. Donc pour le service enfance, la création d'un animateur du 13 février au 17 février. Pour le service jeunesse, il s'agit de 2 postes d'animateurs du 6 février au 10 février, un poste de directeur préado du 13 février au 17 février, et 2 animateurs du 13 février au 17 février. Donc ces animateurs sont rémunérés sur la base de l'indice majoré 325, auquel on ajoute évidemment 10% au titre des congés payés. Je vous demandais d'approuver cette création de postes saisonniers. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Monsieur Malmassari, faites-nous voyager. Oui, donc c'est la prise en charge des congés bonifiés. Vous savez que c'est une obligation pour les collectivités territoriales qui fixe un congé de 30 jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel, auquel les intéressés peuvent normalement prétendre. Les avantages sont spécifiques, une prise en charge totale de chaque voyage, transport aérien aller-retour, et sous certaines conditions des frais engagés au titre des bagages transportés. Et enfin, du règlement à l'agent d'un supplément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie versée au retour de l'agent sur justification. Donc il a été décidé, on a deux tickets d'avion, donc un pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour un montant de 894,36 € et un pour Saint-Denis la Réunion pour un montant de 2141,14 €. Donc les tarifs s'entendent sous réserve d'augmentation de la part des compagnies aériennes, notamment sur les fluctuations carburant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc il vous est demandé d'accepter la prise en charge de ces congés bonifiés. On n'a pas le choix. Hein. Donc, je profite de l'occasion pour remercier Madame la Directrice Générale qui a pris soin de vraiment mettre en concurrence pour obtenir le meilleur prix à l'occasion de cette délibération. Y a-t-il des questions pour ces 2 prises en charge pour 2 de nos collaborateurs? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je donne la parole toujours à M. Malmassari pour une rémunération psychologue. C'est la rémunération qu'on vote tous les ans pour le psychologue des pôles écoute et ateliers par an. Donc il s'agit de 29 vacations de 3 heures pour l'année 2017 à 25,50 € brut l'heure de vacation. Donc on fixe le nombre à 29. Et donc ça concerne évidemment l'université de Paris. Donc cette dépense sera inscrite au budget 2017. Voilà, et qui, comme si nécessaire, selon, je dirais, la situation des familles, pourra être révisé à la hausse si des besoins étaient s'exprimer ou étaient nécessaires, voilà, selon le contexte. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je la mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et pareil, rémunération aussi accessoire pour le service jeunesse. Oui, c'est une rémunération activité accessoire sur l'évaluation de la politique jeunesse. Vous savez que c'est le décret du 20 janvier 2011 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements publics industriels de l'État.
Donc, considérant que la jeunesse, à la fois sur les pré-ados, les ados ou les jeunes adultes, constitue l'un des objets prioritaires de la réflexion et justifie une mission d'évaluation par un professionnel connaissant la commune et le terrain. Donc, compte tenu de l'organisation des services, cette mission ne peut être menée qu'à titre accessoire. Donc, après m'avoir délivré, on fixe à 60 jours répartis par année à raison de 97 € brut la journée. C'est une rémunération accessoire. Voilà, donc c'est une délibération comme chaque année, c'est plutôt de sous-traiter à des cabinets ou des consultants, on confie le soin à un de nos directeurs de mener cette mission et qui nous est rendu compte, Charline Fédéca, Mme Bétin, c'est moi-même, pour chaque fois infléchir là où il faut nos actions. Et je peux vous dire que chaque année, c'est bien utile d'avoir cette évaluation pour comprendre quelquefois des phénomènes qui nous échappent. Y a-t-il des questions concernant donc, cette délibération? Je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours monsieur Malmassari pour la mise à disposition partielle d'un agent à la passerelle. Comme tous les ans, on a une mise à disposition d'un agent qui travaille à la passerelle à hauteur de 10% de son travail hebdomadaire. Soit sur 6h30, il est 3h39 attribué à la passerelle. Donc ça nous est remboursé effectivement par l'association. Donc c'est une mise à disposition partielle d'un agent à la passerelle. Y a-t-il pardon. Non. Je vais demander d'accepter cette mise à disposition. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Ah, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite en besogne. 5 abstentions, c'est adopté. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour inscrit en cette séance de janvier. Au titre des remerciements, saluer la sympathique lettre de M. Enzo Fernandez qui avait pu suivre son stage de 3e à la bibliothèque et qui souhaitait remercier chaleureusement Mme Valentine Godard, la directrice, ainsi que l'équipe de Naïma Alleg. Voilà, donc c'est toujours plaisir de recevoir une petite lettre, on n'en reçoit pas toujours, des collégiens. Dans le même esprit, Victor Niget, qui remercie aussi toute l'équipe des sports de Claude Jaron pour l'accueil qui lui a été réservé lors de son stage au mois de décembre 2016. Et puis nous adressons un remerciement à notre député, comme je l'ai fait à l'occasion des vœux, puisque j'ai officiellement reçu la lettre de l'attribution d'une subvention de 15 000 € qui permettra de couvrir, en tout cas de soutenir le projet informatique dans les écoles. Voilà, donc je souhaitais le faire comme je le fais à chaque fois ici, publiquement, et que ça reste dans l'histoire du conseil municipal, et quand dans 150 ans, nos arrière-petits-enfants regarderont et diront « Mais c'était qui, mignon? C'était un homme généreux. » Voilà, j'en ai, en tout cas avec la ville de Volbéni. Voilà, il faut le dire. Je profite de l'occasion pour inviter l'ensemble des élus. Vous savez que l'année 2017 sera marquée... vous êtes très décidés aujourd'hui. Vous allez tous être à la main. Nous allons connaître 2 scrutins, 4 tours, élection présidentielle et élection législative. Donc notamment sur les présidentielles des 23 avril et 7 mai, j'invite tous les membres du conseil municipal à bien vouloir, dans les meilleurs délais, s'inscrire comme c'est tradition pour voilà, assurer le rôle de scrutateur, de président, bref, voilà. Donc j'invite l'ensemble des élus à bien vouloir s'y inscrire. J'en ai terminé avec l'ensemble des questions diverses. J'avais inscrit, j'ai dit à mes chers collègues, je voulais qu'on se voit après à huis clos sur les gens du voyage, mais je suspends ce qui était prévu, puisqu'en fait, voilà, il y a des informations qui évoluent, donc je réunirai l'ensemble du conseil municipal dans une constitution dite d'assemblée générale sans public, parce que voilà, les choses évoluent, nous aurons d'abord à prendre des décisions, en tout cas avoir un dialogue entre nous avant de le rendre public en conseil municipal, pour être très clair. Et comme les discussions sont en cours avec la communauté d'agglomération, ça concerne bien évidemment ce qui est le combat que nous portons sur la création d'une aire de grand passage. Voilà, donc je voudrais excuser de vous avoir convié à une assemblée générale, mais je propose de la reporter parce que les informations sont trop encore incertaines, c'est comme les gravats, pour vous mobiliser inutilement. Voilà, donc merci de votre compréhension. Y a-t-il des questions diverses ? Je vous en prie, chers collègues.
Il s'agit de dépôt d'ordures continuel devant la résidence Fontaine-Saint-Marc au niveau de l'arrêt de bus Fontaine-Saint-Marc. Bon, il y a des personnes qui déposent toutes sortes de choses et notamment là, ces 2 jours derniers, j'ai constaté, je croyais que c'était des cloisons de plaque-au-plâtre, parce que dans notre résidence, il y a quelquefois des gens qui font des travaux chez eux. Donc je me disais, ils ne sont pas gênés de laisser ces plaques-au. Alors, je partais à Montpellier, j'étais à pied. Quand je suis revenue, je suis allée voir de plus près. En fait, il s'agissait de morceaux de béton, enfin des choses très lourdes. Et de plus, il y avait des vêtements, certainement de l'ouvrier ou de l'artisan qui avait déposé ces objets. Je suis repartie chercher mon appareil photo parce que je pensais prendre une photo des affaires. Et quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Alors j'ai supposé, comme ça se passe journellement, que c'est le service technique de la mairie qui passe et qui ramasse toutes ces ordures. Et c'est tous les jours la même chose. Alors, nous avons la situation, nous avons l'arrêt de bus, le panneau au mur municipal, ensuite, tout du même côté, bon, l'arrêt de bus, une poubelle, le panneau municipal, la boîte aux lettres, une boîte aux lettres, et un petit truc en métal, là je pense que ça sert à la poste pour déposer les paquets. Donc déjà pour l'arrêt de bus, l'emplacement est étroit, mais quand les gens descendent du bus et qu'il y a des encombrants, des déchets devant le panneau municipal, c'est devant le panneau que ça se trouve, je me demande où peuvent passer les gens sans se mettre en danger, parce que si quelqu'un tombe, qu'est-ce qui se passe? Qui est le responsable? Bon, d'autre part, nous, quand nous sortons de la résidence, on a un stop, mais pour s'engager sur la voie, c'est compliqué, parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Quand il y a le bus qui est en arrêt, on est obligé d'attendre que le bus reparte. Et s'il y a des gravats et des saletés sur le trottoir, ça complique tout. Alors voilà, je voulais qu'on en parle, si c'est possible. Et j'avais eu une idée concernant le panneau municipal. Je pensais qu'on pourrait peut-être mettre un panneau dans ce panneau municipal interdisant le dépôt d'ordures, quelle qu'elle soit. C'est quand même un problème de sécurité, un problème sanitaire. Et puis, moi j'estime que le personnel municipal a d'autres choses, je pense, à faire, de faire le ramassage des ordures tous les jours. Ben, ce sont nos impôts. On paye du poids, là. Oui, c'est ça. Merci, chers collègues, pour d'abord cette sensibilité, cette interpellation, puis cette proposition. Voilà, donc ça arrive chez vous, ça arrive dans plusieurs lieux dans la commune, et c'est vrai qu'on a ils ont peut-être été trop réactifs, parce que je vous remercie de l'initiative que vous alliez prendre, qui aurait peut-être permis de. Ça arrive quelquefois les services avec la police municipale détectent une information qui nous est utile, et dans ce cas-là, on peut porter plainte et poursuivre. Donc vraiment, je vous remercie sincèrement et chaleureusement de cette démarche courageuse. Et puis, on sera un peu plus vigilant par rapport à ce que vous soulevez. Je vois où ça se situe. Parce que je ne sais pas si c'était l'arrêt de bus, madame, qui était vers loin, percé contre le mur. Oui, c'est l'arrêt de bus. En fait, c'est le sens gare plein vent. Ouais. Et puis, on va suivre votre recommandation sur la partie cinétique. Donc, on va être vigilant. En tout cas, merci. Et puis, comment ça se passe, n'hésitez pas en temps réel à appeler les services techniques, madame, parce qu'en général, on arrive à intervenir, sauf s'il y a une urgence, à permettre là où il y a des gravats. Moi, dans la plaisanterie, vous savez, ils reçoivent, Alain Tafourou, il reçoit un mail tous les matins à la même heure. Comme vous, j'arpente la ville, et vous voyez, là, pas très loin d'ici, il y en avait tous les jours à aller du chemin vert, c'était devenu une spécialité. Donc voilà, donc on est un peu mieux lotis que d'autres communes, mais pour autant, voilà, il y a les incivilités, madame. Non, mais là, c'est journalier.
c'est journalier, puis bon, là, j'ai quand même mené ma petite enquête au niveau de la résidence. Mais l'homme d'entretien, il met des panneaux partout, enfin tous les occupants de la fontaine Saint-Marc savent qu'il y a un ramassage des encombrants le 3e vendredi du mois et qu'on ne doit pas déposer quoi que ce soit hors de ce délai. Alors on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on a, à l'échelle de l'agglomération, envisagé de... Mais je ne vais pas m'attarder trop ici ce soir, madame. Federico, est-ce que vous dites sur la généralisation du dispositif à l'encombrant qui pourrait nous conduire un jour à ne plus autoriser la mise, vous voyez, le dépôt des encombrants dans la rue qui coûte à la commune des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est la double peine parce que d'abord, voilà, non content de ramasser et de payer, ben, on paye par ailleurs la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on paye par ailleurs, je dirais, les points d'apport volontaires. Voilà, mais il y a des gens extérieurs, enfin, vous allez remarquer, c'est souvent les chantiers dits au noir qui font que les gens déposent des gravats. Voilà. Et Melun, c'est une catastrophe si vous voyez le long de la... Ah oui, mais c'est une catastrophe partout. Hein. Un tout petit peu moins chez nous quand même, je ne dis pas que c'est mieux, c'est un petit peu moins. Non, mais quand je dis partout, je ne parle pas de vos pays. Ah oui, pardon. Je parlais de Melun, donc... Oui. Et dans la forêt, c'est aussi quelquefois assez terrible. Donc en tout cas, voilà, merci de cette interpellation, point de vigilance, et puis n'hésitez pas à nous signaler la moindre information, si vous voyez ce que je veux dire, qui pourrait être utile. D'accord. D'autres questions? Monsieur Vallier, vous avez la parole. Alors, je sais que sur Savigny-le-Temple, les encombrants sont ramassés toutes les semaines. Il y a très peu de dépôts sauvages. Est-ce que ça ne serait pas la solution plutôt qu'une fois par mois? Ils sont ramassés par qui, Stéphane? C'est l'équivalent du SMICTOM. Le SICTOM. Le SICTOM. Il y a Nandy, vers Saint-Denis, Cesson, Savigny sont ramassés. Les encombrants sont ramassés une fois par semaine. Voilà. Voilà, c'est des discussions qu'on devrait avoir avec le... Enfin, je connais enfin, on pourrait passer tous les jours, puis après, il y a un moment, ça veut dire que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle augmenterait. Donc, mais c'est juste, mais bon, tout ça est pesé. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais lever la séance en remerciant chers collègues. Et